La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Bonjour à toutes et à tous. Si nous ne nous battons pas pour nous libérer, ils se battront pour nous maintenir dans l'esclavage. Amis auditrices et auditeurs de Radio Canal K et de Radio à vous l'été, la voix de la résistance africaine. Vous êtes bien évidemment dans votre émission La voix du peuple, dans sa rubrique Interview exclusive. Nous allons parler d'abord de la Côte d'Ivoire. Les élections présidentielles, ce sera dans l'année prochaine, dans quelques mois, justement en 2025. On va parler de ce parti politique, PPACI, Parti des peuples africains, de Côte d'Ivoire, de Laurent Gbagbo. Alors, comment ce parti politique va-t-il obtenir la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, puisque il a été, selon le gouvernement ivoirien, Laurent Gbagbo est inéligible. On va maintenant faire un tour aussi pour parler de la CEDEAO. Il y a eu altercation il y a quelques jours entre les députés parlementaires qui accuseraient le président Faure Gnassingbé du Togo, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Patrice Talon du Bénin, de semer de la zizanie ou bien de vouloir instrumentaliser les décisions de la sous-région ouest-africaine de la CEDEAO. On va rebondir sur ce grand débat de l'AES, alliance des États du Sahel, qui ont lancé leur tout premier sommet qui aboutit sur l'installation d'une confédération Burkina Faso, Mali et Niger. Notre invité aujourd'hui n'est autre qu'un Ivoirien, activiste, homme politique, de la société civile également. Il s'appelle Germain Akessé. Bonjour. Bonjour Amos. Bonjour d'être là au studio de Radio à vous qui veut dire le combat continue. Merci pour l'invitation. Merci à la Radio à vous l'été et merci à vos auditeurs qui prennent le temps de nous écouter en ce jour. Et ceux qui nous suivent également sur Radio Canal K, basé en Suisse alémanique à Haro. Alors, Germain Akessé, vous êtes un des responsables de partis politiques et PPACI, ici en Suisse, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, et un parti panafricain également. Alors, comment se porte votre parti, surtout au niveau de la Suisse? Alors, il faut dire que le parti se porte bien, le parti se porte mieux. Nous sommes en train d'investir le terrain. Il faut dire que la chose n'est pas facile parce que nous étions avant Front Populaire Ivoirien. Aujourd'hui, PPACI, avec la rentrée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il y a certaines choses des brèches qu'il faut colmater. Mais le parti se porte mieux. Le représentant est en pleine action. Nous avons des rencontres périodiques. Donc, je peux dire que le parti se porte mieux. D'accord. Tant mieux pour nous tous. Alors, on va parler de ce grand parti politique PPACI qui voudrait faire, ou bien a fait encore confiance à Laurent Gbagbo, mais malheureusement, selon le gouvernement ivoirien, Laurent Gbagbo est inéligible puisqu'il a été gracié et non pas amnistié, puisqu'on va revenir quand même. Donc, comment le parti PPACI compte-t-il obtenir la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale pour les élections de 2025 présidentielles? Alors, il faut dire que c'est un sujet qui a fait jaser pendant longtemps et qui continue de faire jaser. Le président Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011. Il a été déporté à La Haye. Il a été jugé pendant plus de 2 ans. Il est sorti de La Haye. Il a été acquitté. C'est-à-dire qu'aucune charge ne pèse encore sur lui. Et pendant sa détention à La Haye, il y a eu un procès en Côte d'Ivoire. Et il a été condamné par contumace, alors que les autorités ivoiriennes savaient bien où Laurent Gbagbo se trouvait. Mais là n'est pas la question. La question, lorsque nous sommes en démocratie, c'est de respecter la loi. Et Laurent Gbagbo l'a dit à La Haye, la démocratie, c'est le respect de la Constitution et de toutes les lois qui en découlent. Alors, il est dit en droit qu'une personne ne peut être jugée ou condamnée pour les mêmes faits. Laurent Gbagbo a été jugé à La Haye, il a été acquitté. Aucune charge ne pèse sur lui. Donc, normalement, le président Laurent Gbagbo doit rentrer dans tous ses droits. Donc, pour nous, au PPACI, Laurent Gbagbo est notre candidat. Il sera bien et bel candidat en 2025.
Pour nous, ce débat-là, je pense que le président Alassane Ouattara, s'il veut que la Côte d'Ivoire... Donc, vous allez vous battre pour que... Oui, nous nous battons avec les armes. Inscrits sur la liste. Nous nous battons avec les armes démocratiques que nous avons. C'est dire que nous allons... On a parlé de deux mots tout à l'heure, gracié et amnistié. Il a été gracié par le président Alassane Ouattara, mais il n'a pas été amnistié, parce que s'il a été amnistié, oui, on pourrait comprendre. Maintenant, il est éligible parce qu'il a été gracié. Alors, le procès... En fait, c'est ce que dit la loi en Côte d'Ivoire. Effectivement, le procès qui s'est passé en Côte d'Ivoire, quelles étaient les charges? Le procès qui s'est passé à La Haye, quelles étaient les charges? C'était les mêmes charges. C'était la crise post-électorale qui a fait que le président Laurent Gbagbo a été déporté. Et à La Haye, il a été acquitté. Il a été acquitté. Alors, on parle du braquage de la BCEAO. Mais le braquage de la BCEAO, les autorités de la BCEAO n'ont jamais porté plainte. Donc pour vous, c'est un argument avancé pour recaler Laurent Gbagbo? C'est juste politique. Oui, et c'est pourquoi nous utilisons les voies politiques démocratiques pour que Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Donc pour vous, il est fort probable que Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Laurent Gbagbo sera réinscrit sur la liste électorale pour des élections apaisées en 2025. D'accord. Et en 2025, Laurent Gbagbo prendra le pouvoir pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. D'accord. Alors, donc, on voit que vous êtes très confiant aussi pour ça. Donc, on se battra aussi, puisque c'était un grand homme qui parle toujours du contrat gagnant-gagnant que nous allons aussi aborder dans quelques instants dans cette émission, puisqu'on parle de AES qui veut être souverain. Alors, on va parler à mon côté de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours, le parti d'Alassane Ouattara, RHDP, a traité de tribaliste le parti PPDC RDA de tribaliste. Donc ça a suscité de vives réactions au niveau de la diaspora ivoirienne comme en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi parlons-nous de tribalisme en politique chez vous en Côte d'Ivoire? Alors moi je dirais que le RHDP ne peut pas tenir ce genre de propos. Qui se souviennent hier, c'est eux qui disaient que les nordistes ne pouvaient pas se promener à Abidjan. Ils étaient le fait des contrôles policiers parce qu'ils portaient des boubous, parce qu'ils étaient musulmans, parce qu'ils étaient nordistes. Donc, militants du RDR en son temps. Alors, il n'y a pas... Aujourd'hui, il faut connaître un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire et comment les partis politiques sont un peu taxés, même si ce n'est pas la réalité. Dans la plaisanterie ivoirienne, on le dit, le RDR était parti des Djoula, donc des ressortissants du Nord. On dit le PDCI est un parti du centre, donc des Baoulés. On dit le PPACI, le FPI d'hier, le PPACI est un parti des BT. Mais ça, c'est juste la plaisanterie. Vous pensez vraiment, puisque il faut qu'on parle de sa langue de bois dans cette émission, puisque quand on parle un peu de Laurent Gbagbo, il est BT, si je ne me trompe pas. Si. Donc, je suis sûr qu'il y a beaucoup de BT qui le soutiennent un petit peu, et comme c'est mon frère, donc on va le soutenir. Et la même situation se passe aussi en Guinée-Conakry, où on dit que le vote est vraiment très tribal. En Guinée-Conakry, ça, c'est la réalité également. Sociale. Ça, c'est la réalité sociale. Pour nous qui avons essayé de briguer des postes électoraux chez nous, mais ton premier soutien, c'est ta famille. Ton premier soutien, c'est ta famille. Après vient ton parti politique. Et même après, tu pars maintenant rechercher d'autres voies ailleurs. Donc, il est normal que les parents BT de Laurent Gbagbo le soutiennent. Tout comme, mais ce n'est pas une règle politique. Parce que la règle politique veut que la personne qui veut diriger les Ivoiriens propose un programme de société, un programme de gouvernement, un projet de société. Et c'est sur cette base-là que nous apportons notre soutien à un tel ou un tel. Donc, le critère ethnique n'a même pas sa place. Alors, Tidiane Thiam, qui a été taxé de tribaliste avec son parti politique, on sait que Tidiane Thiam a été adopté par le président Houphouët-Boigny. Il a sa mère qui est baoulée. Donc, y recevant les chefs baoulés, nous sommes dans un moment où il faut faire la cour à tout le monde. Il s'est permis de chanter en baoulé pour dire qu'il a encore ses racines dans la communauté baoulée. Ça ne veut pas dire que le PDCI est tribaliste. Hier, le FPI de Laurent Gbagbo avait été taxé de tribaliste, de xénophobe, alors que Laurent Gbagbo, président du FPI, son secrétaire général, c'était Aboudraman Sangaré du Nord. Quand il est arrivé au pouvoir, son président de l'Assemblée nationale, c'était Mamadou Koulibaly du Nord. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des... Je voulais appeler nos responsables politiques à orienter le débat de façon à ce que les Ivoiriens
puisse savoir qu'est-ce que chaque leader politique Donc peut vous leur pensez apporter. plutôt que ce sont les responsables politiques qui créent un peu cette C'est zizanie le au sein de la porte-parole population adjoint. ivoirienne. C'est le porte-parole adjoint du RHDP qui a traité le PDCI de tribaliste. Donc l'Ivoirien lui-même n'est pas tribaliste. L'Ivoirien n'est pas tribaliste. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles... Aujourd'hui, vous prenez dans chaque famille ivoirienne, il y a toujours une ethnie qui vient. Il y a nos parents du Nord. Moi-même, dans ma propre famille, ma petite soeur qui me suit directement est mariée à un nordiste. Elle est musulmane. Moi, je suis chrétien catholique. Donc, et la Côte d'Ivoire, c'est 63 ethnies. Donc, on ne peut pas... Mais pourquoi justement Alassane Ouattara joue ce mot de tribalisme? Pourquoi justement c'est le jeu politique. à quelques mois des élections présidentielles en Le Côte président d'Ivoire. Alassane Ouattara ne l'a pas dit de lui-même, mais lorsque son porte-parole adjoint le dit, effectivement, on va l'attribuer au président Alassane Ouattara. C'est pourquoi il faut interpeller le président de la République afin que le débat soit sain, afin que le débat soit vraiment sur ce que chacun veut faire pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Voilà le débat. Voilà le débat. Que nos responsables politiques sachent que longtemps, nous avons souffert de cette question de xénophobie. Hier, le président Ouattara disait qu'on ne voulait pas qu'il soit président parce qu'il est du Nord. Donc, il faut, pour permettre aux Ivoiriens de vivre de façon sereine et d'aller allègrement vers les élections de 2025, il faut qu'on évite ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui me disait que pour mieux préparer le futur, il faut préparer l'avenir. Il faut préparer le présent plutôt. Il faut préparer le présent. Le présent, oui. Voilà. Évidemment. Alors, qu'est-ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire de demain? Nous voulons une Côte d'Ivoire apaisée. Nous voulons une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même. Et si nous voulons cette Côte d'Ivoire-là, c'est aujourd'hui. Et nos paroles doivent être mesurées. Et c'est pourquoi je voulais interpeller et condamner surtout le porte-parole adjoint du RHDP pour ce qu'il a fait sortir. Non, il n'y a pas de tribalisme en Côte d'Ivoire. Non, il n'y a pas de xénophobie. En tout cas, dans une lettre, le PDC RDA a bien répondu effectivement, au c'était RHDP. C'était le droit de répondre. C'était le droit de répondre pour pouvoir vraiment ramener le débat sur l'essentiel. Et donc, je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment balayer de la main. Il faut aller à autre chose. Il faut parler des projets contre projets, argument contre argument, pour permettre aux Ivoiriens de faire leur choix. Tout à fait. Alors, restons toujours en Côte d'Ivoire. Jeremia, que c'est vous qui êtes ivoirien ici, même en Suisse. Je disais que vous êtes un des responsables du parti PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, un grand parti panafricain de Laurent Gbagbo. Alors, les élections présidentielles en 2025, c'est dans quelques mois, si je ne me trompe pas. Alors, les partis politiques et société civile s'acharnent, alors se préparent pour cette élection présidentielle. Et là, Laurent Gbagbo, pour lui, il faut un appel à toute l'opposition. Et il l'a fait. C'est dans quel... Vous pensez que vraiment le leader de l'opposition va agir dans cette élection, aura un impact pour cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Mais il faut que cet appel ait un impact. Parce que le président Laurent Gbagbo l'a dit, il faudrait qu'en 2025, ce gouvernement-là ne soit plus là. Et donc, toutes les personnes qui souhaitent que ce gouvernement-là, qui font subir la pauvreté aux Ivoiriens, qui font subir le martyre aux Ivoiriens, qui ne soient pas là en 2025. Donc, c'est le moment d'appeler tous les partis, toutes les forces vives du pays à se joindre à lui, afin de former un bloc pour qu'en 2025, le RHDP puisse laisser le pouvoir. L'opposition en Côte d'Ivoire est tellement divisée? Alors, je dirais pas divisée, mais chacun sa chapelle politique. Donc, chacun sa stratégie. À sa stratégie. On sait comment est-ce que le PPACI a été créé. De retour de la haie, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il prenait l'enveloppe et qu'il prenait le contenu, qu'il laissait l'enveloppe et il a créé le PPACI. Mais aujourd'hui, vous savez, la politique, c'est la nette appréciation du moment. Ce qui a été hier n'est pas forcément aujourd'hui. Donc, à chaque jour, il faut apprécier les choses. Et donc, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo pense que c'est le moment d'unir toute l'opposition afin de pouvoir récupérer notre pays, afin de pouvoir remettre le pays sur les rails. Il a dit, donnez-moi 5 ans, je placerai les balises et après, la jeunesse prendra le relais. Donc, je pense que c'est de son rôle d'appeler tous les partis politiques afin de faire bloc contre l'opposition. Mais ce n'est pas seulement l'appel pour aller aux élections. Contre le pouvoir, mais pas contre le pouvoir. Plutôt contre le pouvoir. Mais ce n'est pas seulement cet appel-là. Parce que après, les élections
demande un certain nombre de conditions. Est-ce que cet appel est fait d'une manière sincère? Puisque, oui, une manière d'appeler les gens à s'unir, mais est-ce que ça se fait d'une manière sincère? Alors, le président Laurent Gbagbo a été attaqué lorsque, à l'occasion de la première édition de la fête de la Renaissance, au lendemain de la première édition, il recevait la jeunesse et il avait dit que son rôle n'était pas d'unir l'opposition. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il faut que nous soyons unis. Donc, je pense qu'il est sincère. Je pense qu'il est sincère parce qu'effectivement, il nous faut une unité. Il faut une unité pour aller gagner les élections. Mais il faut cette unité-là pour pouvoir arracher les conditions saines d'une élection. Parce que nous avons souffert de 2010-2011 et nous ne voulons pas que 2025 soit vraiment pareil à 2011 et 2010. Donc, il est important que l'opposition s'unisse afin de réclamer des conditions meilleures, l'audit de la liste électorale, la réinscription du président Laurent Gbagbo, du Premier ministre Soro Guillaume, de M. Charles Blé Goudé. Il faut que les Ivoiriens puissent avoir les cartes nationales d'identité de façon gratuite. Il faut que le gouvernement puisse financer ces cartes d'identité-là. Et il faut un nouveau découpage électoral. Donc, il y a un certain nombre de questions qui se regroupent dans cet appel-là. Parce que parler d'une seule voix serait mieux que de parler de voix divergentes. Tout à fait. Alors, j'ai bien la question, on va toujours rester en Côte d'Ivoire. Et là, pour beaucoup d'Africains, même des Ivoiriens, on pense que Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, entre guillemets, sont un peu vieux et qu'il faut laisser la place à la jeunesse ivoirienne. Est-ce qu'il manque de jeunes très engagés pour briguer aussi à l'investiture, à la magistrature suprême, j'allais dire, en 2025 en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il ne faut pas laisser la place à la jeunesse? En politique, on ne laisse pas la place. On mérite la place. On mérite la place et on arrache sa place. Ah ouais? Est-ce que les jeunes sont engagés à arracher leur place? Là aussi est la question. Est-ce que nos jeunes nous sont prêts à arracher notre place? Moi, aujourd'hui, je vais prendre le cas du président Macron, qui, au point de ses actions politiques, j'apprécie pas beaucoup, mais c'est avec hargne, c'est avec courage qu'il a annoncé sa candidature, l'un des plus jeunes présidents de France, et il a gagné ces élections. Donc c'est aux jeunes de prendre eux-mêmes leur destin en main. Mais aujourd'hui, il faut que la jeunesse ose. Il faut qu'elle ose. Il faut qu'elle ose. Le Sénégal nous l'a bien montré. Avec le président Diomaye. Donc, c'est aux jeunes d'oser. On ne laisse pas, en politique, comme le président Gbagbo aime le dire, on ne fait pas la place. Et si les doyens poussaient un petit peu la jeunesse aussi? Alors, ça aussi, oui, effectivement. C'est une question qui est difficile quand même. Hein? Ça aussi, non, il n'est pas difficile, mais les doyens peuvent nous pousser. Mais ils nous poussent comment? Moi, je pense que je suis rentré au Front Populaire Ivoirien en 1999, comme on l'a dit chez nous, sinon en 1999 ici en Suisse. En Suisse, oui. Voilà, 99, parce que j'ai observé l'homme. J'ai observé Laurent Gbagbo. J'ai vu les propositions, ce qu'il comptait faire pour la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que je me suis engagé au Front Populaire Ivoirien, qui est aujourd'hui PPACI. Donc je pense que Laurent Gbagbo m'a donné les armes suffisantes pour pouvoir réclamer quelque chose à mon pays. Lorsque j'ai été désigné candidat à Divo, c'est parce que j'ai su mettre en pratique ce que j'ai appris de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous voyez? Donc, effectivement, c'est à nous de pouvoir mettre en pratique ce que nos doyens, nos leaders nous ont laissé. On n'adhère pas à un parti politique pour les beaux yeux du leader, mais pour ce qu'il apporte. Quand on se tape, je suis républicain, je suis démocrate, je suis socialiste, c'est parce qu'on recherche quelque chose à dire. Et donc, c'est par cette formation-là, par les pas que nos leaders posent, que nous aussi, nous prenons notre destin en main. D'accord. Alors, j'ai bien question, on va commenter aussi, analyser la situation sociopolitique dans la sous-région ouest africaine, notamment, vous avez suivi cette altercation qui a eu lieu il y a quelques jours au Parlement de la CEDEAO. Les députés pouvaient arriver aux mains. Et là, on salue aussi le courage du député sénégalais, du député parlementaire sénégalais, Guy Marius Sagna,
qui accuse sa langue de bois les présidents Faure Gnassingbé du Togo, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Patrice Talon du Bénin d'instrumentaliser les institutions de la CEDEAO au profit, entre guillemets, des chefs d'État africains, membres de la CEDEAO. Vous avez tout suivi aussi. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous êtes, en tant qu'Africain, vous êtes surpris de cette attaquation au niveau du Parlement de la CEDEAO? Alors, je voulais d'ores et déjà condamner ce qui s'est passé au sein du Parlement de la CEDEAO et interpeller les chefs d'État afin que ce genre de scène ne puisse plus jamais se passer. Vous savez, le Parlement est un espace contradictoire et il faut permettre à tout un chacun d'aller au bout de sa pensée. La députée et vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, l'honorable Adjaratou Traoré, députée ivoirienne, en plus chef des délégations des députés ivoiriens, pour moi, a eu un comportement qu'il faut condamner. Sérieux? Parce que nous sommes dans un débat contradictoire et devait laisser le député Guy Marius Sagna aller jusqu'au bout de ses idées, quitte à prendre la parole pour parce que selon la députée ivoirienne, Guy Marius Sagna insultait directement les présidents qu'elle ne voulait pas qu'on insulte ces chefs d'État. Ceux qui ont vu ou qui verront cette vidéo pourront eux-mêmes se faire une idée. Est-ce qu'il y avait des propos insultants? Je ne pense pas. Aujourd'hui, la CEDEAO, depuis... Je pense que Guy Marius Sagna a joué le rôle de la CEDEAO des peuples. Mais il a parlé au nom, et c'est ça le rôle d'un député. Aujourd'hui, rien n'est à cacher que nos chefs d'État ont instrumentalisé la CEDEAO. Et nous l'avons vu en 2011, lorsque le président Laurent Gbagbo a été déporté. Un chef d'État en fonction qui a été arrêté, humilié. Quel a été le rôle de la CEDEAO? Donc le dire, ce n'est pas injurier les chefs d'État. Au contraire, c'est de faire prendre conscience aux Africains afin d'attirer l'attention de nos chefs d'État. Parce que on va continuer toujours à rester là dans cette façon d'agir. Et je pense qu'il est important pour le président Ouattara, Talon et Faure, de démontrer le contraire. La question de savoir est-ce qu'ils vont le faire. Toute la question est là. Donc nous interpellons. Et pour nous en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi nous disons que pour ce que nous voyons en Côte d'Ivoire et pour ce que nous voyons en Afrique, de l'Ouest et en Afrique, ce pouvoir-là ne doit pas être en 2025. Donc en gros, vous donnez raison au député sénégalais Marius Sagna pour l'acte qu'il pose au niveau du Parlement de la CEDEAO. Mais c'était son rôle en tant que député. On n'a pas besoin de lui donner raison. C'est son rôle. Puisqu'il porte la voix de ceux qui lui ont donné le mandat. Et c'est parce que ceux qui lui ont donné le mandat estiment que certains chefs d'État instrumentalisent la CEDEAO qu'il prend la parole pour le dire haut et fort. Donc, il n'a pas besoin d'avoir raison ou pas. Là, ce qu'il faut condamner, c'est la réaction de la vice-présidente. Parce que le Parlement est quand même un centre du savoir où il faut débattre argument contre argument. Nous ne sommes pas dans une salle de boxe. Non, c'est déplorable, vu que c'est une des députées de mon pays, c'est déplorable. C'est pourquoi je condamne. Mais en même temps, il faut permettre aux gens de pouvoir s'exprimer librement. Et le président Laurent Gbagbo le disait une fois, si tu prends ton micro et tu m'insultes, mais je n'ai pas besoin de te tuer ou de te frapper pour ça. Je prends mon micro aussi, je m'installe ailleurs et je t'insulte. Alors, Germain Kessé, parlant justement de ces altercations au niveau de la CEDEAO, alors ça n'a pas surpris beaucoup d'Africains qui pensent d'ailleurs que la CEDEAO devient maintenant une coquille vide où la CEDEAO elle est totalement morte. Alors, pour faire revivre la CEDEAO, que devons-nous faire concrètement, nous, peuple africains, ou ces dirigeants, surtout ces dirigeants de la CEDEAO? Que doit-il faire? Puisque beaucoup d'Africains pensent que la CEDEAO elle est morte. Pour nous, c'est un syndicat de chefs d'État. Mais la CEDEAO elle est morte depuis longtemps. La CEDEAO n'a jamais résolu un problème en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est un constat. Le dire ne veut pas dire que nous injurions, bien que nous manquons de respect aux chefs d'État. La CEDEAO n'a jamais rien réglé. Le cas de la Côte d'Ivoire est là. Le cas du Mali est là. Le cas du Togo. Du Burkina, du Togo, du Niger. De la Guinée-Conakry aussi. Tous ces cas-là sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Côte d'Ivoire est dictée, la CEDEAO est dictée de l'extérieur. Et c'est ce que nous condamnons.
C'est ce que nous condamnons. Est-ce qu'on peut faire revivre la CEDEAO, selon vous? Alors, ou elle est totalement morte? La CEDEAO est une communauté des États africains. Et donc, c'est chaque État qui vient. Il est important de commencer à la base. Et que le peuple africain se lève et dise qu'aujourd'hui, nous voulons des présidents panafricains dignes, qui peuvent défendre l'Afrique. Et c'est par là que nous devons commencer. Nous ne pouvons pas aller au sommet, puisque les chefs d'État sont au sommet. Ils font ce qu'ils ont à faire. Comment ils le font? À eux de le dire. À eux de le dire. Mais c'est là qu'il faut appeler les peuples africains à se lever. À se lever, afin que déjà, quand on voit le coup d'État au Mali, des coups d'État au Niger, au Burkina, et les chefs d'État sont assis, et ils ne tirent pas les leçons de ce qui arrive à l'Afrique de l'Ouest, c'est grave. C'est grave. Alors, ce sont toutes ces raisons qui ont poussé l'AES à quitter la CEDEAO. L'AES, c'est-à-dire le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Alors, ils ont tenu le tout premier sommet le 6 juillet dernier à Niamey. Et après ce sommet, cela aboutit à une confédération de l'État du Sahel. Alors, quelle analyse vous faites de la situation? Alors, tendons-nous vers une vraie souveraineté de ces trois pays d'abord, Niger, Mali et Burkina Faso. Alors, d'abord, il faut signaler que ces trois pays ont des régimes d'exception. Ce sont des régimes militaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, menacés par le terrorisme à leurs frontières, ils se sont donné la mission de pouvoir sécuriser les différents pays. Malheureusement, ils n'ont pas été compris. Ils ont même été mis sous embargo. Beaucoup de décisions, et c'est là encore qu'il faut condamner encore la CEDEAO. Le Mali a été mis sous embargo, le Burkina, le Niger aussi. Et c'est mauvais. C'est mauvais quand on agit de la sorte. Alors, ces pays-là se disent qu'on ne peut pas compter sur la CEDEAO. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils décident de se retirer et de se mettre en communauté. Et c'est ce qui les amène à créer l'AES. J'espère seulement, et je prie qu'on ne revienne pas à ce que des anciens pouvoirs militaires ont pu faire, qui ne s'éternisent pas au pouvoir. Vous pensez que ces présidents militaires peuvent jouer le jeu du pouvoir et vouloir garder le pouvoir aussi? C'est dommage, et c'est arrivé, c'est plusieurs fois arrivé en Afrique. C'est dommage, mais je voulais faire confiance à ces trois dirigeants-là, à pouvoir vraiment sécuriser la frontière et vraiment à laisser le pouvoir aux civils. D'accord. Avant de parler de souveraineté qui va aboutir aussi à des contrats gagnant-gagnant, puisque Laurent Gbagbo, lui, il a toujours fait son combat à ce niveau-là. Alors, vous avez suivi aussi un discours qui a choqué beaucoup d'Africains, surtout du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, qui accuse directement le président Alassane Ouattara et Patrice Talon d'avoir accepté des bases militaires dans le pays où on prépare une éventuelle attaque contre surtout le Burkina Faso. Est-ce que ça vous a choqué quand on a cité le nom d'Alassane Ouattara, vous qui êtes ivoirien? Alors, bien évidemment, les propos du président Ibrahim Traoré ont vraiment choqué plus d'un. Lorsqu'il accuse directement le chef d'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, et le chef d'État du Togo, le président Patrice Talon, effectivement, du Bénin plutôt, voilà, Patrice Talon, effectivement que ça a choqué. Ça a choqué. Et il est du devoir de ces chefs d'État-là de pouvoir apporter la réplique en apportant la preuve. Mais voyez-vous, lorsqu'un président... En tout cas, le Bénin a déjà répondu dans quelques explications. Un chef d'État... Et a démenti aussi, le Bénin a démenti. Accuse certains pays d'être des bases arrière pour les attaquer. Et lorsqu'en Côte d'Ivoire, de façon clandestine, une base militaire américaine est en train d'être créée, sans que le pouvoir ne puisse informer la population, on peut se poser beaucoup de questions là-dessus. Effectivement. Donc voilà un peu, c'est un peu ces interpellations. Sinon, moi, à mon avis, j'attends que le président, le chef d'État, le président burkinabé Ibrahim, puisse apporter les preuves, comme il a dit. La prochaine fois, il apportera les preuves, qu'il nous apporte les preuves de son implication. Mais c'est quand même dangereux si cette information c'est vrai, quand même. C'est dangereux, c'est comme malsain. Si on dit souvent, malsain, vous l'avez dit, malsain. C'est malsain. Voilà, le problème de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Effectivement.
Effectivement. Hier, c'était la Côte d'Ivoire qui accusait le Burkina d'être la base arrière de l'attaque contre le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est le Burkina qui accuse la Côte d'Ivoire. Vous voyez que c'est vraiment malsain. C'est vraiment malsain. C'est pourquoi nous, au PPACI, nous appelons au panafricanisme qui nous mettra sur une même voie, qui nous donnera les mêmes armes pour lutter pour l'Afrique, et l'Afrique d'abord. Et c'est en cela que le président Laurent Gbagbo parle de projet gagnant-gagnant. D'accord. Alors, ce projet gagnant-gagnant sera justement le dernier sujet que nous allons aborder dans cet entretien exclusif sur Radio. Dans le cas sur Radio à vous l'été. Alors, pour ces 3 chefs d'État de l'AES, Niger, Mali, Burkina Faso, le premier sommet a été baptisé Résistance, Souveraineté. Alors, contrat gagnant-gagnant, partenariat gagnant-gagnant. Bon, on se pose la question, est-ce qu'ils vont arriver? Comment vont-ils arriver à cela, selon vous? Alors, c'est une question qui paraît un peu difficile parce que ils n'ont pas donné les détails. Après leur sommet, ils n'ont pas donné les détails de comment est-ce qu'ils arriveront à pouvoir faire ce partenariat gagnant-gagnant. Ils ont quand même déjà posé quelques bases. Hein. Effectivement, mais au Mali, beaucoup de contrats ont été revus. Quand on regarde pour la Côte d'Ivoire, par exemple, qui te produit 12 000 barils d'huile et que la Côte d'Ivoire n'a même pas la moitié, c'est déplorable. Lorsque le cacao, la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, et les producteurs ne peuvent même pas jouir du produit de leur labeur, c'est déplorable. Alors que le cacao s'est payé à 1 500 francs en Côte d'Ivoire, le kilo, premier producteur de cacao, et que à côté au Cameroun, le cacao s'est payé à 5 000 le kilo, vous voyez qu'il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Donc, je pense que le partenariat gagnant-gagnant, c'est de remettre tous les accords bilatéraux avec l'Europe sur la table et les rediscuter. Et je me rappelle encore, je voulais revenir encore sur l'attaque du 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire. Lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée, le président Laurent Gbagbo a demandé à l'armée française d'intervenir. Mais ils avaient dit que c'était une guerre ivoirienne. Alors qu'il y a un accord. Pourtant, ces rebelles sont venus de l'extérieur pour attaquer le pouvoir Laurent Gbagbo. Donc, c'est tous ces accords-là qu'il faut aujourd'hui pouvoir renégocier pour que les pays africains s'en sortent gagnants et que les pays européens aussi s'en sortent gagnants. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que les Africains, effectivement, puissent jouir du fruit de leur richesse et que voilà, l'Afrique puisse mieux se porter. D'accord. Pour que l'Afrique puisse mieux se porter, réveillons-nous. Alors, je vais te donner encore minimum 40 secondes, si vous le souhaitez bien. Alors, vous avez parlé de l'Afrique. Pour que l'Afrique se porte mieux, souveraineté de l'Afrique, les pays de l'AES nous montrent la voie. Alors, vous, en tant qu'Africain, quel sera votre message à l'endroit de tous les Africains qui aspirent au changement sur tous les plans politique, social, développement industriel, on doit industrialiser l'Afrique. Alors, souveraineté totale, quel message, quelle contribution du peuple africain? Je voudrais d'abord, à la suite du président Laurent Gbagbo, appeler tous les partis d'opposition à vraiment s'unir. Suite à l'appel du président Gbagbo, il faut que l'opposition rejoigne cet appel-là et que nous puissions faire bloc afin de pouvoir reprendre les manettes de notre pays, reprendre le pouvoir et l'exercer. Donc, j'entends déjà beaucoup de spéculations. Je pense qu'il faut laisser toutes ces choses. Lorsque nous serons unis, nous allons nous asseoir et nous allons parler des détails de cette union. En ce qui concerne l'appel pour l'Afrique, je pense que le président Laurent Gbagbo, qui a été longtemps écarté de la Côte d'Ivoire et détenu à La Haye, il a mûrement réfléchi et il a décidé de réorienter son combat sur le panafricanisme. Il faut que les Africains se joignent dans ce combat-là et qu'il faut que nous fassions un seul peuple pour arracher la liberté définitive de l'Afrique et que nous-mêmes, nous soyons maîtres de notre destin. Et c'est en cela que l'AES est en train de lutter. Après, il faut bien évidemment faire très attention sur les nouveaux partenariats que nous pouvons sceller. Et je voudrais appeler aussi les présidents du Burkina, du Mali et du Niger à ne pas s'éterniser au pouvoir et
dans un délai vraiment très proche, raisonnable, qu'ils puissent vraiment redonner le pouvoir aux civils, parce que la politique est faite pour les civils, les militaires en caserne. En tout cas, merci beaucoup, Germain Akessé. Je rappelle que vous êtes un membre influent d'ailleurs de ce grand parti politique PPACI, parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, un grand parti politique panafricain ici, mais même en Suisse. Ainsi prend fin cette émission. On va rappeler encore cette citation de France Fanon qui nous disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Vous et nous, de quelle génération sommes-nous? La question reste encore posée. Merci encore une fois de nous suivre et continuez à vous abonner. Les commentaires, aidez-nous à réaliser nos émissions avec nos observateurs à Abidjan, à Lomé, à Dakar, à Niamey, à Conakry, un peu partout en Afrique. Merci à vous l'été. Bonsoir et bonjour.